Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Vous êtes nombreux à vous être inscrits aujourd'hui pour parler d'orientation, s'orienter et être accompagné comme élève d'un lycée français du monde. Nous avons trois intervenants avec nous aujourd'hui. Mathieu Pallu, qui est le fondateur de Moji, qui est lui-même un ancien élève du lycée international de Londres Winston Churchill. Il a été lauréat du Trophée des Français de l'étranger, catégorie ancien élève des Français du monde. Vous allez voir que c'est un brillant exemple de ce que peuvent apporter évidemment les lycées français et de leur orientation. Voilà, il nous expliquera un peu son parcours et également tout ce qu'il a retenu de sa scolarité dans les lycées français et aussi maintenant de son passage dans l'enseignement supérieur. Nous avons avec nous également Fabien Gorsic, qui est conseiller en orientation et enseignement supérieur à l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et Adeline Roslo-Neumann, qui est responsable de la plateforme Agora Monde et des programmes ADN AEFE. Agora, la plateforme Agora, certains d'entre vous peut-être la connaissent. Alors, vous avez un petit onglet questions en bas à droite, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous allez voir, je vais mettre un petit bonjour. Voilà, hop, c'est très facile. Vous cliquez, vous posez une question. Donc, dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie? Est-ce que vous êtes en Asie le soir? Est-ce que vous êtes en Amérique le matin? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Donc, faites-nous un petit coucou, dites-nous bonjour. C'est toujours sympa de savoir un petit peu où vous êtes. On est là pour, évidemment, répondre à toutes vos questions. Donc, posez bien toutes vos questions autour de ces sujets d'accompagnement et d'orientation. Voilà, on a Caroline qui est en Picardie, Anne qui est à Stockholm. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Donc, faites-nous un petit coucou. Posez bien vos questions. Ce webinaire sera disponible en replay juste à la fin du webinaire. Donc là, on est parti pour à peu près 1 heure de questions-réponses et de présentation. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, vous pourrez le voir en replay, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas aussi à le faire connaître à vos amis, connaissances, autres élèves, anciens élèves qui seraient intéressés évidemment pour découvrir le contenu, l'aventure de Mathieu et le contenu de ce webinaire. Donc, vraiment, faites-le savoir. Et puis, évidemment, on est à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions. Vous recevrez par mail juste à la fin du webinaire donc le lien vers le replay. Je vais passer la parole en premier à Mathieu pour qu'il se présente en quelques mots. On va faire un petit tour de table rapide et puis après on rentrera un petit peu dans le vif du sujet. Mathieu, en quelques mots si tu veux te présenter. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Mathieu. J'ai 19 ans. Je suis étudiant à Londres à Imperial College en ingénierie biomédicale. Et je suis également le fondateur de la plateforme Mogi qui aide à mettre en relation les parents et les étudiants pour la garde d'enfants, pour les corps particuliers et beaucoup d'autres services. Très bien, merci Mathieu, tu vas nous raconter tout ça un petit peu plus en détail très vite. Adeline, est-ce que tu veux te présenter aussi en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour à tous, alors je suis Adeline Neumann-Rousselot. Je vous parle actuellement depuis le lycée français de Zurich. Avant, préalablement, j'ai travaillé au lycée français de Pékin, de Hong Kong, et je suis responsable de la plateforme Agora Monde et de ses déclinaisons ADN. Et Agora Monde, c'est la plateforme d'échange des lycées français du monde. Parfait, merci Adeline. Fabien, qui lui doit être à Paris, je pense. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Fabien Gorzic. Je suis l'un des conseillers en orientation et enseignement supérieur basé au siège de la BFE à Paris et je travaille au sein du bureau des parcours des élèves et de l'orientation. Et on sera bien sûr, on répondra avec plaisir aux questions de tous les internautes. Parfait, super. Allez, on va commencer. On a Olga qui est à Madrid, Laetitia qui est à Tunis, Muriel à Paris, Myriam à Istanbul, Myriam que je connais bien à Istanbul. Bonjour Myriam, Steluta en Roumanie, Vanessa à Séoul, voilà, Milika à Belgrade. C'est super, des internautes du monde entier. Vous avez été nombreux à vous inscrire. Je pense que ce webinaire va être très intéressant et vous apporter beaucoup de choses. Surtout, vraiment, posez bien vos questions une fois de plus. On est là pour ça, pendant à peu près une petite heure. C'est le moment. Alors moi, j'aimerais avoir un petit peu, faire connaissance un petit peu plus avec Mathieu, même si j'ai eu la chance de le rencontrer, puisque en octobre dernier, on lui a remis le prix Trophée des Français de l'étranger, catégorie ancien élève. Alors c'est un jeune ancien élève, puisqu'il venait juste de terminer sa scolarité, mais il est précoce, puisque il a déjà
assuré une scolarité brillante. Hein. Je crois qu'il a eu le bac avec mention très bien. Et puis, il a déjà créé sa propre entreprise, sa start-up. Donc, il va nous parler de tout ça. C'est aussi un champion d'escrime, donc un sportif accompli. Et aujourd'hui, comme il l'a dit, un étudiant à Imperial College. Donc, un parcours déjà bien rempli qui justifiait cette remise de prix. Moi, j'aimerais savoir, Mathieu, pour quelles raisons vous avez, qu'est-ce qui vous a amené finalement à étudier au lycée français de Londres, au lycée Winston Churchill? Parce que je crois que vous êtes originaire de Grenoble et vous n'étiez pas forcément prédestiné à vivre à l'étranger. Non, non, c'est exactement ça. J'ai habité à Grenoble pendant mes 11 premières années. Et après, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de sport à Londres en escrime. Et à la fin d'une compétition, il y a un club anglais qui m'avait proposé de rejoindre leur club pendant 1 an. Et de 1 an, finalement, j'y suis depuis 6 ans. Parce que c'est une ville que j'affectionne particulièrement. Donc, ça a été un vrai saut un peu dans l'inconnu, puisque du coup, tu es parti sans tes parents, c'est ça? Non, non, justement, je suis parti avec mes parents. Okay. Qui me fassent confiance, qui me suivent pour ce projet. Et oui, c'est un vrai saut dans l'inconnu parce que de passer de Grenoble à Londres, c'est quand même un sacré changement et c'était pas forcément simple au début, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors, qu'est-ce que ça change une scolarité dans les établissements français à l'étranger, dans un lycée international comme Winston Churchill? C'est très différent de ce que tu connaissais en France? Oui, surtout par le profil des élèves. Parce que c'est des profils très, très enrichissants qui ont eu la chance d'habiter partout dans le monde. Des amis qui avaient vécu à Hong Kong, d'autres à New York, d'autres à Bruxelles. Et c'est une richesse qu'on ne retrouve pas forcément dans les lycées en métropole. Et c'est quelque chose que je trouvais très, très intéressant et qui m'a beaucoup plu. Et les infrastructures sont aussi très différentes. C'est vraiment très innovant. Par exemple, au lycée, on travaillait sur iPad. C'est quelque chose que je n'avais jamais pu expériencer auparavant. Et je trouvais ça particulièrement enrichissant et ça poussait vraiment notre créativité au maximum, je pense. Alors, j'ai cru comprendre que justement, tu avais découvert un petit peu, tu n'étais pas trop informatique, pas trop geek, pas trop branché. Et finalement, au lycée, tu as pu découvrir un peu tout cet univers et tu t'es pris un peu de passion pour ça. Tu as d'ailleurs fait des études scientifiques? Oui, oui, oui. Ça, avant d'arriver à Londres et même avant d'arriver au lycée, c'était pas particulièrement dans le domaine de l'informatique. J'arrivais à me débrouiller un petit peu, mais c'était pas trop mon truc. Et quand je suis arrivé au lycée, dans cet environnement tout le temps numérique, à recevoir nos cours sur iPad, faire les devoirs sur iPad, faire des projets de groupe, encore sur les plateformes comme Docs, Spreadsheet, etc. Ça m'a vraiment poussé dans ce monde numérique. Et je me suis pris un peu au jeu et j'ai essayé de découvrir à chaque fois un peu plus. Et c'est aussi, je pense, qui m'a encouragé à faire des études scientifiques au lycée, pour faire première S et terminale S, parce que c'était un domaine que j'aimais beaucoup, en plus des sciences humaines, etc. Et c'est un domaine que j'affectionnais beaucoup. D'accord. Et du coup, le numérique, c'est devenu quelque chose de très important dans ton quotidien, puisque tu vas nous raconter un peu tout ça, mais tu as eu l'idée en fait de créer ta propre start-up, Moji ou Mogi, je ne sais pas comment on dit, mais tu m'as dit qu'on pouvait dire les deux. Donc, alors explique-nous, qu'est-ce que c'est, comment tu as eu l'idée, puis qu'est-ce que c'est Moji? En fin première, j'ai pu voir que mes copains cherchaient à s'occuper d'enfants au sein de familles françaises, mais qui ne savaient pas du tout comment s'y prendre, qui ne savaient pas du tout comment rentrer en contact avec les familles, alors qu'ils étaient très compétents, qu'ils adoraient s'occuper d'enfants. Et dans le même sens, quand j'allais à la librairie française ou à l'ambassade, je voyais beaucoup de petites annonces de parents qui cherchaient des étudiants français. Et je me suis dit que c'est un peu un problème parce que si les deux se cherchent et qu'ils cherchent exactement la même chose, mais qu'aucun des deux n'arrive à se trouver, il y avait peut-être un problème de communication et qu'on pouvait faire quelque chose de beaucoup plus simple. Et justement, j'ai pensé que justement en 2019, à l'ère du numérique qui prend de plus en plus de place, ça pouvait être intéressant de les mettre en relation justement à travers une plateforme, un site internet là, pour qu'ils arrivent à se rencontrer de la manière la plus innovante, la plus efficace et la plus simple possible. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, je pense, depuis 2 ans, 3 ans. Bon, bravo. Alors, du coup, c'est une chose d'avoir l'idée, mais comment est-ce qu'on met en application? Tu as rameuté un peu tes copains? C'est vous qui avez tout fait vous-même? Vous avez fait le code, vous avez fait le site, tout l'environnement graphique? Sur les 3 premiers mois, j'ai vraiment fait ça tout seul. J'ai essayé de penser le projet au maximum, de faire le site internet, la communication.
Mais le projet a un peu trop bien marché au début. Je me suis vite retrouvé débordé. Du coup, j'ai demandé à mes copains s'ils voulaient rejoindre l'aventure. Et j'ai eu de la chance que beaucoup répondent présent parce que dès la première semaine, on a eu 75 étudiants qui se sont inscrits et on tient vraiment à les rencontrer tous un par un pour vraiment offrir aux parents un service de confiance. Et moi, rencontrer 75 étudiants en une semaine, ça venait un peu énorme en termes d'horaire. Du coup, il y a mes copains qui m'ont aidé à faire les interviews, etc. et qui sont restés jusqu'à maintenant. D'accord, bah disons, c'est magnifique parce que c'est à la fois toi qui as tout créé, mais c'est aussi un travail d'équipe comme on le comprend bien. Puis surtout, j'entends que ça a démarré tout de suite très fort. Comment ça a évolué ensuite et où est-ce que ça en est d'ailleurs? Est-ce que c'est un service qui continue d'être très utilisé à Londres? Oui, alors on a pas eu de chance parce qu'au bout de 5 mois d'activité, il y a eu le premier Oui. confinement qui est tombé en mars 2020, Oui. qui a complètement stoppé notre activité parce que les parents ne sortaient plus, ils n'avaient plus besoin de nous pour récupérer leurs enfants à l'école parce qu'il y avait tout simplement plus d'école. Du coup, c'était une période assez compliquée, mais on a réussi justement à innover en proposant des services de cours particuliers en ligne et c'est quelque chose qui a mieux marché du coup à partir de septembre 2020. Et c'est un service qu'on a continué de développer tout au long de l'année dernière. Et c'était très, très utile aussi bien pour les familles que pour les étudiants qui étaient particulièrement isolés. Le fait de se rendre tous les jours chez des familles françaises, ils avaient l'impression de retrouver un peu leur chez eux dans cette période de solitude un petit peu. Et c'est quelque chose qu'on continue de développer au maximum. À partir de août 2021, on s'est développé dans plusieurs villes. On continue d'être à Londres, mais on est également à Barcelone, Madrid, à Lisbonne et à Montréal pour continuer de développer l'activité parce qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas forcément que des besoins à Londres pour que les étudiants et les familles françaises se rencontrent. Du coup, on veut développer le concept le plus possible pour aider le plus de familles, le plus d'étudiants. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Du coup, c'est quelque chose qu'on développe depuis le mois d'août. On a déjà eu plusieurs inscrits en termes d'étudiants. Maintenant, on essaye de trouver le plus de familles possible et on pense que ça peut bien marcher. Oui, bah, écoute, il n'y a pas de raison. Si ça marche à Londres et que ça marche à Barcelone et à Madrid, ça peut marcher partout dans le monde. Et est-ce que du coup, tu t'appuies un petit peu sur les lycées français, sur les alumni des lycées français pour t'implanter dans les autres villes dans le monde? Oui, la plupart de nos étudiants à travers le monde viennent des lycées français, que ce soit le lycée français de Madrid, le lycée français de Lisbonne, un peu moins à Montréal, mais beaucoup au lycée français de Barcelone. Et oui, c'est quelque chose qu'on essaye de vraiment développer, de renforcer les liens au sein des communautés dans les lycées français. Du coup, ce sont des familles des lycées français qui nous contactent et on les met en relation avec des étudiants des lycées français. Et c'est quelque chose qu'on pense être le plus utile pour renforcer les liens extrascolaires. D'accord. Donc là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés pour avoir Mogi dans leur ville, ils peuvent te contacter, c'est ça? Ou contacter directement depuis la plateforme? Oui, bien sûr. Ils peuvent nous contacter. On a un formulaire de contact sur notre site internet et peuvent également me contacter par email. Donc c'est quoi? Alors vas-y, dis-le, c'est Mogi, ça s'écrit M-O-G-Y? mogiservices.com. mogiservices.com. Ok, bon, bah super. Donc les internautes, n'hésitez pas à aller voir hein, si vous voulez faire du babysitting, si vous voulez donner des cours particuliers. Qu'est-ce que c'est comme cours particuliers? C'est des cours de langue, cours de soutien, musique? Non, on veut vraiment s'adapter aux besoins des étudiants. Du coup, on recrute dans le plus de domaines possible. Ça peut aller des sciences ou des cours d'anglais, cours d'espagnol, cours d'allemand, cours d'histoire, etc. Et pour vraiment que les étudiants se sentent à l'aise et qu'ils puissent vraiment avoir l'étudiant qui leur correspond à un instant T. Bon, bah super, c'est vraiment une très belle aventure. Tu en es au début, là, ça fait quoi, 2 ans? Combien, vous avez combien? Ouais, un peu plus de 2 ans. Bon, en plus, il y a eu le Covid, c'était pas évident. Combien vous avez d'utilisateurs? Par mois, on a environ une trentaine de familles qui utilisent Mogi. D'accord. Et on recrute chaque mois, ça varie en fonction des villes, mais on essaye de recruter chaque mois une trentaine d'étudiants. D'accord. Bon, On a chaque besoin des parents. Bon, bah super. Bah écoute, c'est vraiment une très belle aventure. Et du coup, tu arrives à mener ça en dehors en plus de tes études et de ton parcours sportif. C'est pas trop chronophage? Si, les journées sont bien remplies.
Et si les jours pouvaient durer plus de 24 heures, ça m'aiderait beaucoup. J'essaye le plus possible de gérer, de bien compartimenter toutes les vies pour pas trop en faire. D'accord. Alors, on a Steluta qui demande l'adresse de. Hop, attends, ça n'a pas marché. J'aurais voulu écrire l'adresse, répondre à Steluta, hop, parce qu'il me dit j'ai terminé de répondre, mais c'est pas ce que je voulais faire. Hop, bon, Steluta, on vous mettra l'adresse un petit peu plus tard sur le chat. Du coup, moi, j'avais des questions aussi. Alors, les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions à Mathieu. C'est un exemple, c'est un super exemple de réussite, juste déjà à la sortie du lycée. Peut-être, Mathieu, tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais à Imperial College maintenant? Alors, je suis étudiant en ingénierie biomédicale. Du coup, c'est tout ce qui se rapporte au secteur de ingénierie normale, du coup la mécanique des fluides, etc. Mais qu'on rapporte le plus possible au corps humain. Parce que, par exemple, plus tard, j'aimerais bien pouvoir faire des prothèses dans le milieu sportif, ou pas forcément dans le milieu sportif d'ailleurs, mais vraiment pouvoir aider au maximum en liant la médecine et la technologie, parce que c'est deux secteurs qui m'intéressent beaucoup. Ok. Et tu es parti pour des études de combien de temps? J'en suis à 1 an et demi, et après cette année, il me restera 2 ans. D'accord, très bien. Et le fait d'avoir été au lycée Winston Churchill, ça a facilité ton admission, parce que Imperial College, je pense que c'est quand même, ça fait partie des belles universités en Angleterre. Alors, le fait de venir du lycée Winston Churchill, je ne sais pas si ça a facilité mon admission, mais ça a facilité, je pense, mon intégration dans le système universitaire, parce qu'on avait déjà l'habitude de travailler complètement au format numérique. Et depuis que je suis à Imperial, on n'a pas reçu une seule feuille papier. Et du coup, la transition était plus simple, je pense, d'apprendre mes notes sur iPad, d'arriver à organiser mes dossiers de manière numérique sans utiliser forcément des classeurs. On peut le faire, mais c'est quelque chose qui est, je pense, plus simple, et la transition était beaucoup plus facile. D'accord, très bien. Allez, quelques mots peut-être sur également ton parcours de sportif, parce que si j'ai bien compris, tu es un escrimeur de très bon niveau. Alors, c'est quoi d'ailleurs, épée, fleuret, sabre? Je fais de l'épée. Je fais de l'épée depuis 11 ans maintenant. D'accord. Et du coup, tu es en équipe de France, c'est ça? Explique-nous un petit peu où tu en es. Groupe France cette année qui part sur les compétitions internationales. D'accord. Bon, On donc, en avait une la semaine dernière en Italie, et cette semaine, ça aura lieu au Bahreïn. Ouais. alors, est-ce qu'on a une chance de te voir aux Jeux Olympiques de Paris en 2024? C'est un peu court quand même, mais j'espère que ça serait chouette. Bon, peut-être plutôt les suivants alors? On espère. On espère. Bon, bah, et qu'est-ce que ça t'apporte l'escrime? Bon, j'imagine que c'est une passion, mais c'est un art aussi. Oui, bah, j'aime bien parce que ouais, je pense que c'est un sport assez différent, parce que ça doit vraiment allier les capacités mentales en plus des capacités physiques. Il y a un côté stratège que j'aime beaucoup. Et oui, surtout le domaine compétitif, la compétition, c'est un domaine que j'aime bien, que je trouve assez intéressant. Et ça pousse à chaque fois à se dépasser un peu plus et à se découvrir. C'est une manière assez intéressante de se découvrir, je pense. D'accord. On a une petite question d'Olga qui demande par rapport à Moji si c'est une initiative inspirée sur le bénévolat ou autre, ou est-ce que c'est de l'entrepreneuriat, ou est-ce que peut-être que elle veut savoir aussi, de toute façon, les étudiants, ils sont rémunérés par les familles, j'imagine? Tout passe par la plateforme Mogi, parce que justement, on avait remarqué que les prix étaient assez hétérogènes à Londres, et qu'il y a des familles qui proposaient des prix un peu trop bas en fonction des quartiers, ou des étudiants qui ont demandé des prix un peu trop hauts s'ils étaient dans le centre de Londres. Du coup, on a essayé d'harmoniser ça le plus possible pour proposer un tarif juste et équitable aux étudiants comme aux familles qui habitent à Londres. D'accord, c'est très clair. Moi, j'ai une petite question, puisque tu as reçu le prix, le trophée des Français de l'étranger, ancien élève, lors de la 9e édition là, en octobre dernier. Est-ce que ce prix, ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que ça t'a amené un peu des contacts, de la visibilité? Oui, bah, je pense que sans ce prix, ça aurait été beaucoup plus compliqué de se développer à l'international, vu qu'on a reçu beaucoup d'emails d'étudiants notamment qui voulaient voir Mogi dans leur ville. Et c'est quelque chose qu'on a pu faire assez aisément du coup. Et
beaucoup de visibilité, beaucoup plus sur les réseaux sociaux, de personnes à travers le monde qui ne connaissaient pas et qui ont beaucoup aimé le projet et qui ont voulu le voir grandir. Du coup, non, en termes de visibilité, ça nous a beaucoup apporté, je pense. Bon, ben, un grand bravo. Ben, on est ravis si ce prix a pu apporter un peu, a pu t'aider. Puis surtout, on voit que on est au début d'une longue aventure, j'espère, je te le souhaite et j'en doute pas. Je vais passer la parole à Fabien pour qu'il nous parle un petit peu de l'AEFE, mais j'imagine que Fabien, vous êtes assez fier d'avoir un ancien élève comme Mathieu. Ah oui, tout à fait. En fait, le cas de Mathieu, c'est en effet un cas assez emblématique de beaucoup de projections que font les élèves. D'ailleurs, Mathieu, est-ce que tu te rappelles quand tu étais en terminale, toi-même, tu envisageais l'Imperial College uniquement ou tu avais fait une réflexion plus large des formations que tu pouvais faire à la sortie du baccalauréat? Alors, au tout début, je voulais aussi candidater pour les universités en France, comme les Ouais. prépas, etc. Mais c'était assez compliqué à mener en parallèle d'un projet sportif. Mm. J'ai préféré rester en Angleterre. Et le système anglais allait plutôt bien, je le trouvais assez intéressant. Et on se spécialise dès la première année. Et je voulais faire un peu des sciences médicales dès la première année. Du coup, c'était un cursus qui convenait assez bien au Royaume-Uni. Et ils t'ont aménagé un horaire également pour pouvoir poursuivre tes entraînements? Non, justement, c'est l'inconvénient, c'est qu'en Angleterre, le statut de sportif de haut niveau n'est pas reconnu. Du coup, c'est Ok. plutôt à moi de m'adapter au maximum pour D'accord. C'est à toi de remplir ta journée de 26 heures. c'est ça. Ok. Bon, mais oui, effectivement, enfin, de ce point de vue-là, Mathieu, ce que je disais emblématique du type de candidature, effectivement, un élève des lycées français, si on regarde dans leur ensemble, hein, vous savez, il y a à peu près dans l'ensemble des établissements français à l'étranger environ 19 000, 18 000 élèves qui passent le baccalauréat chaque année. Et il y a deux choses qui caractérisent vraiment les élèves des lycées français, c'est bien sûr le multiculturalisme, hein, aussi en fonction des pays et des zones. Globalement, on peut considérer que c'est 60% d'élèves qui n'ont pas la nationalité française et 40% d'élèves qui sont de nationalité française au pluriel, parce que souvent détenteurs de 1, 2, 3 passeports, ça peut arriver. Ces élèves des lycées français, eh bien, ce sont, et ça de manière assez indiscutable, les élèves les plus mobiles au monde. C'est les élèves qui, à l'âge de 17 ans, et puis en l'occurrence Mathieu en rajoute, il est parti avec ses parents, mais il aurait pu partir à l'âge de 11 ans de chez lui, mais à l'âge de 17 ans, ce sont ceux qui vont le plus s'éloigner de leur domicile et qui vont même changer de pays pour poursuivre une formation. Et du coup, ce qu'on aperçoit aussi, c'est qu'à la fois un élève des lycées français, globalement aussi, il fait autant de vœux du côté de la France qu'un élève qui habite dans une grande métropole ou voire dans la ville de Paris sur ce que vous connaissez, Parcoursup et toutes les inscriptions vers la France, mais il fait aussi des vœux localement et il fait des vœux aussi dans d'autres pays. Mathieu a peut-être aussi, nous en a pas parlé, mais a peut-être aussi visé le Québec à un moment donné, voire les États-Unis pour être élève sponsorisé sportif. Peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, il y a peut-être eu une réflexion sur 1, 2, 3, 4, 5 pays différents. Et donc, ce travail d'éclectisme, c'est vraiment un travail en choix d'orientation, c'est un travail qui pousse les équipes des établissements français à l'étranger à les accompagner de manière très différenciée. À Winston Churchill, par exemple, nous savons qu'il y a une conseillère en orientation, une conseillère de carrière pour le système anglo-saxon, mais aussi une conseillère, bien sûr, sur le système français. Et donc, ce qui pousse l'AEFE, hein, établissement public qui est sous dépendance, sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, eh bien, parmi toutes les compétences qu'elle a, c'est qu'elle pousse, en tout cas dans le bureau de l'orientation dans lequel je travaille, eh bien, à faire un maillage de professionnels à l'intérieur des établissements. Nous avons un corps de personnel qui dispose d'une fonction, celle de PRIO, de personnel ressources en information et en orientation, que nous, du côté de Paris, on a à cœur d'accompagner, de former et surtout de mettre à jour en termes de connaissances sur la découverte des métiers, la découverte des formations et l'ensemble des types de formations qu'on peut obtenir après un baccalauréat français. Donc, du coup, c'est organisé depuis, je dirais depuis chez vous à l'agence, mais aussi dans les établissements. C'est bien ça, hein? Oui, voilà, il y a une vraie réflexion. Alors, du côté de l'agence AEFE, donc c'est un pôle de conseil. Il y a différents professionnels de différents domaines d'expertise. Et pour ce qui est de l'orientation, en effet, nous, on vise
à appliquer, bien sûr, les textes réglementaires sur l'orientation scolaire, l'orientation, je dirais, à la française, parce qu'aujourd'hui, dans les collèges et dans les lycées, il y a des temps dédiés à ce que l'on appelle la découverte des métiers et des formations. C'est ce qui s'appelle de manière globale le parcours à venir. Et dans ce parcours à venir, eh bien, l'AEFE travaille avec les chefs d'établissement, travaille avec les équipes en stage de formation, en contact régulier avec ces équipes-là, pour inciter aux travaux de découverte et d'immersion, quelquefois, d'échange, pour agrémenter, mettre en œuvre, aider à former les projets d'avenir des élèves des lycées français, et qui sont, comme je nous l'ai dit, ô combien nombreux et ô combien diversifiés par rapport à tous les autres élèves de toutes les autres scolarités. Ce qu'on sait, Hervé, et puis vous connaissez bien le réseau AEFE, eh bien, c'est un réseau qui est, en quelque sorte, ce qu'on dit souvent, c'est unique au monde, parce que c'est bien la France qui est le seul pays quasiment à fédérer ces 540 établissements en septembre 2021 sur 137 pays et qui met à disposition également des personnels de l'éducation nationale française, autant dans la direction de certains établissements que dans le positionnement de professeurs dans les établissements scolaires. Adeline, je crois que… Je voudrais ajouter bien entendu au propos de Fabien, parce que moi, ça fait 14 ans que je vis à l'étranger, ça fait 14 ans que j'ai quitté Paris, et j'ai vécu à Pékin, à Hong Kong, et là, je suis à Zurich. Et je voudrais compléter et abonder dans le sens des propos de Fabien. L'AEFE, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut avoir, quand on est français expatrié à l'étranger, une gratitude immense, parce que ces lycées français, c'est le cœur non seulement de la communauté scolaire, mais de la communauté française. Et pour fréquenter des gens d'autres nationalités, espagnols, italiens, grecs, à chaque fois, ils nous disent, mais vous, les Français, vous avez une chance incroyable, vous avez des lycées français. Et moi, je le vis aussi personnellement comme parent d'élèves. Et c'est vrai que ce réseau, et Fabien a bien raison de le souligner, et dans le travail qui est fait depuis l'agence, mais aussi ça permet, en termes, c'est ce qu'on appelle le soft power, ça permet aussi le rayonnement de la France à l'étranger. Et les Français qui sont à l'étranger, souvent ils prennent ça comme argent comptant. Ah oui, on met les enfants au lycée français, mais c'est une chance incroyable d'avoir des lycées français aussi nombreux, qui assurent la continuité pédagogique. Et ce que tu disais là sur le fait que les élèves sont très mobiles et après continuent à l'étranger, c'est parce que leurs parents sont mobiles. Et cette mobilité, elle est permise grâce à l'AEFE et ces lycées qui sont là partout et qui permettent ces expatriations. Donc juste, j'abonde complètement dans le sens de Fabien et je le vis personnellement, parce que moi, c'est ma 3e communauté autour d'un lycée que je vis. Fabien, par exemple, Mathieu, aujourd'hui, c'est un ancien élève, il a fait un choix d'orientation. Est-ce que vous accompagnez, y compris des anciens élèves? Je veux dire, par exemple, moi, je fais une première année, ça ne se passe pas bien, j'aimerais me réorienter. Est-ce que je me retourne de la même façon vers mon ancien conseiller d'orientation, vers l'agence? Comment ça se passe? Oui, ça peut arriver, effectivement. Enfin, alors, la plupart du temps, si en quelque sorte on fait une erreur de casting, ce qui peut arriver, hein, on rêvait de faire du droit et finalement on se rend compte que lire le code judiciaire et le code administratif, ça devient très compliqué pour soi et qu'on est très frigide avec la jurisprudence. Effectivement, ça vaut le coup de changer. On peut même changer dès le premier semestre côté français. Alors, ce qui naturellement arrive, en fait, c'est une reprise de contact avec les responsables de l'orientation scolaire et l'équipe pédagogique de l'établissement. Mais ensuite, évidemment, du côté des candidatures France, eh bien, tout élève qui candidate aujourd'hui vers la France, c'est Parcoursup. Et un élève des lycées français, en fait, rentre en contact directement par le biais de la fameuse messagerie Parcoursup au bureau de l'AEFE, auprès du bureau où je travaille. Et donc, nous sommes 3 collègues à répondre en direct aux élèves également en réorientation issus des lycées français. Et ensuite, évidemment, quand on est passé côté français, il y a tout le maillage des personnels d'orientation au sein de l'établissement dans lequel ils étudient, les élèves étudient, et qui peuvent déclencher en fait des demandes de réorientation. Mais ce qui arrive souvent, en fait, c'est vraiment cette erreur de casting. Ce qu'on sait, nous, même si on n'en a pas une preuve statistique aujourd'hui, ce n'est pas tant l'échec en première année qui est connu parmi les élèves des lycées français, mais c'est bien l'erreur de choix
Oui. de formation et le fait qu'on va retenter sa chance sur un autre niveau de formation en gardant évidemment les acquis pédagogiques qu'on a récupérés dans les établissements français à l'étranger. Bien entendu. Allez, les internautes, on est à peu près à la moitié de ce webinaire. N'hésitez pas, posez vos questions. Nos intervenants sont là pour y répondre. Mathieu, je ne sais pas si tu pourras mettre le lien en fait dans le fil, le lien de Mogi, puisque ça a été demandé, par plusieurs. Alors, je prends 2-3 questions et puis après, on aborde plus spécifiquement la plateforme Agora avec Adeline qui est destinée aux anciens élèves. Alors, hop, que nous dit Milika? Elle nous dit, depuis la réforme du bac, l'université suisse reconnaît le bac français uniquement si l'élève a pris des spécialités scientifiques. Bien, bon, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque. Merci Milika. Du coup, j'imagine que ça conditionne l'orientation selon ce qu'on veut faire ou pas. Si on ne veut pas faire de scientifique, j'imagine qu'il va falloir plutôt choisir une orientation vers la France. Je ne sais pas, Fabien, si tu as une info. En fait, ce que cette maman d'élève nous indique, c'est aussi le débat que l'on a quand on est confronté on réfléchit, si vous voulez, à la réforme du baccalauréat. On est sorti, bien sûr, pour se le rappeler, ceux et celles qui avaient raté les épisodes, qu'on ne fait plus un bac S, L ou ES, mais on fait un bac général, en tout cas dans les lycées français, ou technologique, STMG, et il faut choisir à l'intérieur de ces deux formes de bac-là des enseignements de spécialité. Et donc, le débat de conserver les mathématiques, c'est bien souvent aussi le débat de savoir si, par la suite, on souhaite faire une formation qui a à voir avec, comme le fait Mathieu, par exemple, la bio-ingénierie, la médecine, l'ingénierie tout court, et de savoir si on mixe cela avec d'autres compétences ou pas. Voilà. Alors, on a une question de Guy qui demande, je pense qu'on y a répondu un petit peu juste avant, mais je veux qu'on soit bien sûr et qu'il soit bien sûr de la réponse. En cas de réorientation à Bac+1, doit-on passer par Parcoursup quand on a été évidemment un élève des lycées français? Oui, c'est absolument possible. En fait, tout élève des lycées français détient un baccalauréat. Il faut savoir que le baccalauréat procure le premier diplôme de l'enseignement supérieur français. En d'autres termes, quelle que soit l'origine de mon lycée français, si je détiens un baccalauréat, alors j'ai un droit absolu dans le Code de l'éducation à venir étudier en France. Si Mathieu avait eu un problème avec l'Impérial Collège, alors il pouvait retoquer à la porte des universités françaises, en tout cas d'une académie en France, pour qu'il soit pris en charge et qu'on lui propose une formation. Et évidemment, donc, un élève peut rejouer à Parcoursup, entre guillemets, et peut recandidater, sachant que s'il est à l'université ou si elle est à l'université, dès ce premier semestre, il était encore possible de changer de voie au sein même de l'université, bien souvent. Très bien, on va parler un petit peu des… Alors, Bérénice se pose une question, elle dit « Les lycées français sont les plus grands ambassadeurs du savoir-faire français. Par contre, ce n'est pas ouvert à tous car il y a une grosse barrière financière. Est-ce que cela évoluera un jour ?» Fabien, je pense qu'on peut évoquer le fait qu'il y a des bourses, si mes souvenirs sont bons. Oui, bien sûr, il y a quand même une partie non négligeable, près de 150 millions d'euros, qui est un budget de l'État français, qui est alloué aux familles françaises pour permettre une continuité du service de scolarité. C'est-à-dire qu'un jeune qui s'expatrie avec sa famille, bien sûr, il faut s'inscrire en tant que résident, peut soumettre un dossier auprès de l'AEFE et peut bénéficier d'une aide à la scolarité. Donc, il y a des tarifs qui sont différenciés et a fortiori pour des familles qui pourraient bénéficier, selon chaque critère par pays, en fonction bien sûr des salaires locaux ou étrangers, de la cherté de la vie locale et des coûts d'entrée dans l'établissement. Il y a quand même des élèves qui bénéficient d'une aide à la scolarité. Donc, ce n'est pas le cas pour tous les élèves, mais il est tout à fait possible de prétendre à une aide pour les élèves qui sont les plus socialement défavorisés, en quelque sorte. Très bien, parfait. Allez, j'aimerais aborder maintenant la plateforme Agora avec Adeline qui en est à l'initiative, donc qui d'autre mieux qu'elle peut en parler. Déjà, Adeline, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est venue l'idée il y a quelques années et puis nous présenter la plateforme aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est Agora finalement?
Alors, la plateforme Agora, je vous le disais dans mon parcours, moi, il y a très longtemps, j'étais à Pékin et justement, j'avais comme fonction ce dont parlait Fabien, je m'occupais de l'orientation des élèves et j'avais un constat tout simple. Je remarquais que les élèves de terminale, comme Mathieu, qui viennent d'avoir leur bac et qui sont en première année, en fait, ils ont un vécu, ils ont une expérience qui est exceptionnelle et qui est très forte à partager avec les lycéens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a dans les 540 lycées français du monde, on a 278 qui scolarisent des lycéens, à peu près plus de 68 000. Et ces lycéens, ben, ils se retrouvent à Pékin, à Santiago, à Montréal. Alors forcément, ils n'ont pas la proximité, par exemple, de Mathieu qui est à Londres et qui peut se dire, bon, il y a les portes ouvertes. Alors, quoi qu'avec le Covid, les portes ouvertes, elles ont aussi eu une fin. Mais quand on est très loin, eh bien, c'est compliqué d'avoir de l'information. Donc, à l'échelle du lycée français de Pékin, j'ai commencé à m'appuyer sur l'expertise et l'expérience des anciens élèves de cet établissement. Et très vite, j'ai proposé à la BFE en leur disant, mais on est à l'ère du numérique, on a des ambassadeurs de formation en France et à l'étranger. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de la plateforme Agora. Alors, très rapidement, parce que rien de mieux que d'aborder concrètement le sujet, je vous montre ce que c'est. Alors, Agora, c'est une plateforme qui est destinée à tous les élèves et les anciens élèves et les parents d'élèves des lycées français du monde. Donc, c'est avant tout un outil numérique, c'est-à-dire un outil sans frontières, accessible depuis tous les lycées français du monde, depuis la France, pour les anciens élèves de France qui viennent répondre. Donc, on est sur une plateforme. Ensuite, et encore une fois, c'était avec beaucoup d'attention que j'écoutais Mathieu, parce que Mathieu, sans s'en rendre compte, par son talent, par la pluralité de ses projets, par ce qu'il incarne, c'est un ambassadeur du lycée Winston Churchill, mais aussi de sa formation à Imperial College. Et en fait, des Mathieu, on en a sur Agora, et c'est des témoignages qui vont être très, très divers. Comment allier Sciences Po et sa passion pour la musique. Vous voyez, c'est pas l'escrime, ça peut être la musique. Médecine entre Valence et Strasbourg. Et aussi, comme Mathieu, on a des témoignages et des profils d'élèves qui étudient à l'étranger. Donc, on a de l'information aussi sur ces universités à l'étranger. Et puis, globalement, le cœur d'Agora, c'est, regardez, ce forum-là, quand on clique, on va poser des questions à un ancien élève. Et les sujets sont variés, les écoles de commerce, les langues appliquées. Tiens, je prends ingénieur et musique. Et là, vous avez un élève, Georges, qui est scolarisé. Alors, il est au Liban. Et cet élève du Liban, il pose une question sur l'ingénierie et la musique. Et il va avoir pas mal de réponses. Et alors, moi, je trouve que c'est émouvant de voir. Alors ça, c'est une ancienne élève de Dakar, au Sénégal, de Jean Mermoz, qui est allée en prépa à Lyon, en BCPST, après qui a fait une école d'ingénieur. Tiens, la biotechnologie, ça peut parler à Mathieu, et qui maintenant continue en doctorat. Donc, on a vraiment cette plateforme qui se veut très… le but, c'est d'échanger, de mettre en lien, d'inspirer et à l'échelle du monde entier. Voilà. C'est véritablement le réseau social des alumni des lycées français, en fait. Oui, alors il y en a un autre dont on va parler, Union LFM, qui en fait est sur une tranche d'âge un peu plus avancée, mais sur les 15-25, on est le réseau social des lycéens d'inspiration et d'information sur l'orientation. D'accord, avec beaucoup d'entraide. Donc, si je comprends bien, à partir du moment où j'ai étudié dans un lycée français et je suis dans l'enseignement supérieur, je peux m'inscrire gratuitement et échanger gratuitement et librement avec tous les autres étudiants et lycéens qui sont sur la plateforme. Alors oui, on peut s'inscrire. Bien sûr, c'est gratuit. Bien sûr, on parlait des prios. Dans chaque établissement, il y a des relais Agora qui encadrent des séances, qui font vivre les projets Agora, parce qu'on parlera d'ADN, et qui utilisent Agora comme un outil d'information à l'orientation, parmi tant d'autres. Et c'est vraiment quelque chose qui s'articule au niveau de la classe troisième, seconde, et les anciens élèves, ils continuent comme Mathieu, et on était en contact avec Mathieu pour que prochainement une vidéo de lui soit sur la plateforme. On est vraiment dans cette inspiration et cette utilisation.
D'accord. Alors, on a Thomas qui explique que son fils est intéressé par l'entrepreneuriat. Il demande s'il y a une possibilité de construire une formation avec le CNED pour l'entrepreneuriat. Alors, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour ou si c'est déjà le cas, mais je pense aussi est-ce que l'entrepreneuriat, c'est un thème qui revient dans les échanges sur la plateforme Agora? Alors oui, alors pour le partenariat avec le CNED, je laisserai la voix institutionnelle de Fabien répondre, mais c'est étonnant. Quand on voit ce forum, moi, il y a plein d'exemples, hein. Il y a, les élèves, ils peuvent trouver. Il y avait un élève qui justement avait un projet d'entrepreneuriat, qui était un ancien du lycée français de Dubaï et qui voulait faire quelque chose avec l'Asie et qui, grâce à Agora, a trouvé une ancienne du lycée français de Shanghai et ils se sont mis en contact et ils ont monté leur entreprise. Et on a beaucoup de questions sur l'entrepreneuriat. Ça va aussi avec la mobilité, l'ouverture de ces jeunes des lycées français du monde. Après, sur le CNED, Fabien, si tu veux répondre. Oui, enfin, j'ai envie de nous répondre autre chose que le CNED dans les médias. C'est une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, une association qui est connue et reconnue en France et qui est bien implantée, qui commence des initiatives auprès des lycées français. Et donc, je crois que l'an dernier, 100 000 entrepreneurs a fait des stages d'initiation de formation à l'entrepreneuriat de mémoire, je crois, sur 5 établissements. Mais j'invite ce cher parent d'élève à prendre contact, à solliciter son chef d'établissement, sa chef d'établissement. Et je vais, dans le lien chat, nous mettre le lien de cette association 100 000 entrepreneurs, parce que c'est la mise à contribution, évidemment, de l'expatriation française, des chefs d'entreprise ou des capitaines d'entreprise qui sont présents à l'étranger, et l'association du commerce extérieur de la France, bien sûr, les fameux, le Conseil national des conseillers du commerce extérieur, qui sont associés à cela et qui sont à disposition pour mettre en place des stages de découverte, voire même on a eu des initiatives telles que la semaine des startups, par exemple, où on réfléchit avec un système de jury à des concepts d'applications sur smartphone et des choses qu'on peut faire réfléchir vraiment sur le marché, sur le fond, exactement le travail qu'a fait Mathieu, peut-être tout seul dans son coin, quoique peut-être que Mathieu a même été aidé par son équipe pédagogique dans cette affaire-là. C'est le cas, non, Mathieu, non? Ou c'est sorti tout seul du chapeau? Ouais, non, je l'ai fait vraiment tout seul. Ok, très bien. Mais en tout cas, il faut savoir que effectivement, il y a déjà des initiatives liées à l'entrepreneuriat, et évidemment, au sein de la communauté des Français de l'étranger, il y a de nombreuses chefs d'entreprise. Et donc, voilà, proposer sa contribution par le biais de cette association, c'est tout à fait intéressant, et c'est déjà le cas. Allez, les internautes, posez encore vos questions. Il nous reste à peu près une petite vingtaine de minutes. Moi, j'avais une question pour Adeline et Fabien sur le programme d'échange scolaire ADN AEFE. Adeline, peut-être tu veux nous dire un petit peu de quoi il s'agit? En fait, ADN AEFE, je dirais, c'est le deuxième étage de la fusée Agoramont. Le premier étage, c'était de mettre en contact, comme je vous l'ai montré sur le forum, un lycéen et un ancien élève comme Mathieu, de les faire échanger de façon numérique. Mais dans cette réflexion de mettre les élèves en réseau et aussi de créer la culture de l'AEFE. Parce que ça, c'est quelque chose dans les pays anglo-saxons qui est très abouti, cet attachement à son école, à son lycée, à son université. Mais en France, on est en train de le mettre en œuvre. Et cette culture de l'AEFE, cette culture du réseau des lycées français du monde, eh bien, elle passe aussi par l'expérience. Et ADN AEFE, c'est échanger non plus sur la plateforme, mais c'est échanger en vrai. Et ce programme, il est formidable parce que d'abord, c'est le premier programme d'échange scolaire informatisé, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme et donc les élèves vont candidater, vont créer des binômes et vont partir dans un pays, dans un lycée, ils vont faire l'expérience. Et on discutait avec Mathieu et il me disait que lui, il connaissait justement des personnes qui sont dans Mogi avec lui, ont eu la chance de faire un échange ADN et d'aller de Londres au lycée français de Madagascar, à Tananarive. Donc ça, c'est quand même le grand écart culturel, la découverte. Et en même temps, pour être allé au lycée français de Madagascar, c'est aussi un établissement magnifique, porteur des valeurs de la France, avec une scolarité, proposant une belle scolarité aux élèves. Et c'est ça, la magie d'ADN AEFE. Alors, la réalité est que le programme va reprendre
en septembre de l'année prochaine parce que c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, il est plus compliqué de voyager actuellement. Mais le bon côté, c'est que l'arrêt d'ADN AEFE nous a permis, et c'est vraiment une réaction, et c'était un souhait du directeur de l'agence, de ne pas s'arrêter et de proposer autre chose. Et donc, d'une contrainte est né un beau projet, le projet ADN Carbone Zéro. Qu'est-ce que c'est ADN Carbone Zéro? Alors, Fabien, ou Adeline, vas-y. Alors, moi, je continue, Fabien, si tu veux. Hein. Mais vas-y, Adeline. ADN Zéro, c'est ADN, alors, 3e version, sauf que cette fois, ce n'est pas 1, 2, 3 élèves par classe qui vont partir dans un autre établissement, parce qu'ADN AEFE, c'est un peu l'Erasmus des lycées français d'étrangers. ADN Carbone Zéro, c'est Carbone Zéro parce qu'on ne voyage pas. Et donc, c'est toute la classe qui va voyager sans prendre l'avion. Et donc, c'est les enseignants par discipline, et ce n'est plus proposé aux élèves de seconde, cette fois c'est proposé l'étage en dessous aux élèves de 3e, et c'est apprendre en réseau, classe sans frontières, et donc des élèves de 3e, prenez par exemple là où je suis à Zurich, la classe de français de 3e va avoir un binôme avec la classe de français du lycée français La Contamine à Quito, en Équateur, et sur une discipline, la littérature, pendant 1, 2, 3 mois, les élèves vont travailler ensemble. Par exemple, vont prendre un champ disciplinaire au programme, l'autobiographie. Imaginons, moi, je suis une élève de Zurich, toi, Hervé, tu es à Quito, et je vais écrire ta biographie à Quito. Donc, je vais apprendre la découverte, ta vie, et on va faire la même chose avec Zurich. Et là, c'est toute la classe. Cette culture du réseau, elle continue. Elle est aussi portée par le numérique parce que la pandémie a aussi permis que tout le monde se mette au numérique. Et on est dans cette expérimentation via la pédagogie numérique de la culture du réseau. D'accord. Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a par exemple des cours en visio ensemble, il y a comme tu l'as dit, des partages. C'est la séquence conjointe. En fait, 2 professeurs et 2 classes se mettent d'accord pour avancer sur des sujets et faire un vrai jumelage pédagogique et d'échange entre élèves en live. Et effectivement, ce que disait Adeline et ce qu'on sait tous, c'est que les équipements faisant et s'améliorant, ça procure vraiment une immersion de classe à distance, et c'est assez surprenant à voir en fait. Hein. C'est une vraie. La mayonnaise prend entre les élèves et entre le professeur qui est à distance. Les gens lèvent la main en classe, ça répond à 9000 km de l'autre côté, et ça fonctionne. C'est ça qui est super beau à voir. Et du coup, c'est quelque chose que vous allez développer. Alors, c'était en expérimentation l'année dernière, donc on avait une quinzaine, vingtaine d'établissements, 18. Et cette année, on le mondialise. Donc, il y a 64 établissements qui font ADN Carbone Zéro. Et la deuxième partie du programme, c'est que ça s'appelle Carbone Zéro parce qu'on ne voyage pas, mais aussi parce qu'au mois de mai, on fait rayonner les actions en faveur de l'écologie. Donc, c'est une réponse à la pandémie parce que, voilà, il ne s'agissait plus de voyager, mais c'est aussi une réponse au questionnement sociétal dans lequel on est actuellement et un engagement des classes de 3e en faveur des actions écologiques. Ok, alors j'aimerais qu'on aborde le salon virtuel d'orientation qui a lieu ce week-end, hein, si mes souvenirs sont bons. La semaine prochaine. Voilà, je suis nul pour les dates, mais ce que je propose, Adeline, c'est on peut peut-être partager le film. Je peux le lancer. Oui. Hop, allez, j'essaie de le lancer. Hop, alors, attendez, partager une vidéo, voilà, c'était pourtant pas très compliqué. Le lien YouTube est là. Hop. C'est le jeu. Alors, pourquoi il me dit ce lien ne ressemble pas à un lien YouTube? Voilà, c'est parti. Voilà, super, là, je vais le refermer. Voilà. Et voilà. Donc, Adeline, Fabien, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier pour nous présenter ce salon et inviter évidemment les internautes qui sont intéressés à se connecter.
Venez nombreux, de toute façon, voilà, c'est aussi une conséquence positive, entre guillemets, de la pandémie. On a prévu globalement, on avait prévu l'an dernier ce séminaire aussi en remplacement de toutes les initiatives qui n'avaient pas pu se faire en établissement. Face à l'engouement, évidemment, on a vu que ça valait le coup de le reproduire chaque année, et en particulier pour les établissements, on va dire, de taille plus petite, plus modeste, qui ont peut-être plus de mal à faire venir des intervenants. Et donc là, on rassemble un nombre conséquent d'établissements, surtout, surtout, ils proposent des stands, en fait. Hein. Peut-être, Adeline, tu peux nous dire sur les intervenants. Alors, justement, c'est un vrai temps fort dans la deuxième semaine de l'orientation. Pour être en établissement à Zurich, c'est aussi encadré, il y a des séances, les élèves de troisième. Pardon, j'ai renoncé la liste, c'est pas ce que je voulais. Pardon. Voilà, les élèves de troisième, seconde, première se connectent. Alors, juste le lien, alors c'est un salon qui est uniquement réservé aux élèves des lycées français du monde. C'est pour ça qu'il faut s'inscrire. Donc, d'un point de vue technique, le lien, il est soit sur le site de l'agence, mais si on va… Alors là, je vais repartager mon à chaque fois, ça me montre des vidéos, pardon. Si on va… Aline, partage le document. On peut, sur la plateforme Agoramonde, quand vous allez dans la rubrique Actualité, vous avez toute l'information sur donc, ce salon et surtout, inscrivez-vous. En cliquant, vous avez le lien vers la plateforme d'inscription. Et donc là-dessus, vous pouvez vous cliquer et vous vous inscrivez. Et donc, les élèves pourront donc s'inscrire et ils pourront échanger avec des écoles, des universités, enfin des programmes du supérieur, c'est ça, hein? Voilà. Alors, le but, c'est… Il y a vraiment deux choses. On a plus de 500 formations qui sont représentées avec une centaine de stands. Donc, il faut redonner les horaires. C'est 10h, 20h, heure de France. Donc, mercredi 26 et jeudi 27 janvier. Et donc, semaine prochaine. Et il y a en fait énormément de conférences. D'ailleurs, le bureau parcours, le BPEO, auquel appartient Fabien, assure des conférences, mais on a des conférences d'école, on a aussi des anciens élèves comme Mathieu qui vont venir raconter leur vie d'étudiant, on a accès aux conférences de l'année dernière, on est accueilli quand on rentre dans le salon par une vidéo du directeur de l'agence, donc c'est vraiment un moment privilégié, uniquement réservé aux élèves, aux établissements et aussi aux familles. Aux parents d'élèves. Hein. Voilà, c'est très important pour les familles. On a des très bons taux de connexion pour les familles. Et le salon reste après ouvert et toutes ces conférences, elles seront après diffusées en replay sur la chaîne Agoramonde parce que les conférences, et on le sait, il y a Campus France assure des conférences, le BPO sur Parcoursup, sur l'enseignement supérieur, sur le choix des enseignements de spécialité. Je sais que dans les lycées français, ces conférences à la fois et institutionnelles, fournies par l'agence, et très personnelles, qui vont être des anciens élèves ou des écoles, c'est très, très précieux pour construire le projet d'orientation des élèves. Oui, et puis pour répondre aux questions individuelles, il faut savoir qu'il y a des stands, donc possibilité d'entrer en interaction comme on le fait là, en individuel, en one-to-one, en face-à-face, un quart d'heure, 20 minutes, avec les représentants des établissements qui nous ont mis à disposition du personnel pendant les 48 heures. Donc on peut vraiment poser sa question individuelle en plus de la participation et de l'écoute des séminaires. Oui, et c'est particulièrement intéressant parce qu'avec la distance, c'est effectivement très difficile d'avoir les bonnes informations. Et aussi parce qu'on est en plein Parcoursup, hein, si je ne me trompe pas. Ça s'est ouvert quoi en décembre et il faut rendre ses vœux fin mars, début avril? Ça ouvre le 20 janvier. Le 20 janvier, chaque élève peut commencer sa sélection de vœux. Les élèves auront jusqu'au fin mars. Et évidemment, on va vous faire une petite présentation la semaine prochaine pour déjouer tous les pièges et réussir proprement sa candidature et sa stratégie de… Très bien, parfait. Allez, on va bientôt clôturer ce webinaire. Il y a Bérénice demandait si le lycée français de Madrid faisait partie d'ADN Carbone Zéro. Elle a l'air très motivée. Tout à fait. Okay. Le lycée français de Madrid, alors même à Madrid, il y a toute une équipe opérationnelle qui est très investie sur Agora, sur ADN Carbone Zéro. Il y a même ADN Carbone Zéro Junior. Donc, le lycée français de Madrid prend part à tous ces projets.
Très bien. Alors, il y a également, tout à l'heure, Adeline, tu en as parlé, l'ALFM, qui est l'Association des anciens des lycées français du monde. On a peut-être des anciens là, qui sont connectés aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu veux nous présenter l'association? Quelle est sa mission? Alors, l'Union ALFM, on travaille en complémentarité d'eux parce on a un public qui va être sur certains points similaires, c'est les anciens élèves. Et Dominique Chimbakala, elle porte haut et fort les valeurs de l'Union ALFM. Ils viennent de lancer une nouvelle plateforme, très belle, très chouette. Et on est aussi vers des vertus professionnelles avec des stages, des choses qui peuvent être vraiment intéressantes pour les anciens élèves plus. Donc, ce qu'on a coutume de dire à la FFE, c'est qu'on rentre par Agora et après, on continue sur Union ALFM. Donc, Fabien, si tu veux compléter mes propos. Oui, il y a une belle complémentarité. Agora, c'est entre guillemets les jeunes anciens donc, qui vont porter leur parole de témoignage sur ce qui est de la formation. Et en effet, l'ALFM a vocation à rassembler les différentes associations locales. Donc, c'est un super étendard pour tous les étendards nationaux et d'établissements. Qui permet une plateforme d'usage, de communication en particulier, de fédération bien sûr de comptes. Et à ce titre-là, effectivement, on peut bénéficier, alors y compris jusqu'à des systèmes de mentorat, de propositions de stage, voire même à terme, ce que veut faire la LFM, c'est faire des propositions d'embauche. Je crois que c'est déjà le cas pour une partie. Donc, il y a une vraie réflexion sur la continuité de l'expérience de ce que c'est d'avoir vécu dans un lycée français, car pour la plupart d'entre eux, finalement, je vous ai dit tout à l'heure que c'était les plus immobiles, mais souvent ce sont les plus mobiles, mais ce sont les plus immobiles pour le temps de la scolarité. Donc quelquefois, ils vont passer 14 années dans un seul et même endroit, ce qui est encore aussi, une fois, les particularise énormément. Mais après, justement, c'est tout le contraire. C'est la map monde entière qui est remplie de petites punaises avec des élèves et des jeunes et des gens et des plus âgés qui sont réunis et qui peuvent communiquer entre eux. C'est ça qui est très beau. Allez, on a une dernière question et puis après, on va faire le mot de la fin pour chacun. C'est Bérénice qui nous demande, pour un élève de première qui cherche à commencer à construire ses parcours, le premier acteur à privilégier est bien le PRIO. Alors, Fabien, oui, donc le PRIO, donc ce fameux personnel ressources en information et en orientation, dans chacun des lycées, il y en a un, voire même plusieurs. En fait, c'est une cellule souvent qui accompagne les élèves. Il y a quelquefois un ou une conseillère de carrière qui est présent dans l'établissement en fonction de sa taille, bien sûr. Et évidemment, l'un des personnels qui est là pour aider et accompagner, ce sont les professeurs principaux. Et donc, il ne faut pas hésiter si on se pose des questions, vraiment des hésitations, à avoir le point de vue croisé de ces différents professionnels et référents pour essayer soi-même d'approfondir la question de l'hésitation, du grand point d'interrogation. C'est tout à fait normal qu'en classe de première, on ait encore cet énorme point d'interrogation qui n'est encore pas résolu. Je pense que Mathieu, il y avait déjà un point d'interrogation ou pas sur la biomédicale en première, ou ça s'est décidé à la fin? Quand est-ce que ça s'est décidé, cette affaire-là? Je voulais faire biomédicale milieu première. Je savais que je voulais être ingénieur, mais je ne savais pas encore dans quoi. Voilà, donc on a en tête le domaine. Mathieu était peut-être même anticipé par rapport à ses camarades qui, peut-être jusqu'à la classe de terminale, se sont dit « Ok, bon, moi, j'en sais rien du tout, donc j'espère que je vais m'en sortir. » Ce qu'on sait, la plupart du temps, je vais du coup conclure de mon côté, Hervé, comme ça tu vas pouvoir passer le micro aux autres. Ce qu'on sait, c'est qu'un élève des lycées français a énormément de propositions dans l'absolu. Et donc, on sait que même, y compris à comparaison, nous on sait du côté français, dans Parcoursup, il a un très beau taux de propositions de formation. Et dans la plupart des établissements dans le pays dans lequel il vit, où elle vit, les propositions sont fortes également. Et on se réjouit de savoir qu'un élève des lycées français a surtout un problème, c'est de savoir quoi choisir parmi toutes les réussites qui lui sont proposées. Ce qui n'est pas un problème simple dans l'absolu non plus, mais c'est surtout les aider. Il faut guider les élèves, en tout cas les établissements français et les équipes sont là pour essayer de les amener vers une décision qui sera peut-être bonne ou pas bonne, mais en tout cas la plus valable, la plus cohérente du point de vue des équipes. Parfait, merci pour ce mot, Fabien. Adeline, un mot de conclusion peut-être et un conseil à donner en particulier? Moi, je voudrais conclure en remerciant Mathieu et à travers lui tous les anciens élèves
qui ont permis à la plateforme Agoramonde d'être ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire qu'on est une communauté qui rassemble plus de 100 000 utilisateurs et c'est parce que des Mathieu, il y en a beaucoup, avec des parcours incroyables, inspirants, que des élèves qui sont encore timides, qui y réfléchissent, qui hésitent, seconde, première, terminale, ils se sont connectés sur Agora, ils ont regardé des vidéos, ils ont vu des jeunes qui répondaient à leurs questions et en fait, ça a donné confiance. Donc moi, Hervé, je te remercie parce qu'à chaque fois que je croise un ancien élève et que je vois leur interaction sur la plateforme, je sais que c'est de l'énergie qui rayonne et qui se diffuse dans tous les lycées français du monde. Donc un grand merci et moi, je souhaite à Mathieu, je sais qu'on va se revoir, mais un très, très beau parcours et lui dire que c'est pas, il en inspire d'autres. Bon, merci beaucoup, Adeline. Mathieu, un mot de la fin. C'est vrai que tu as été un merveilleux témoin et on est ravis de t'avoir comme lauréat à nos trophées. Bah, moi aussi, du coup, je tiens à remercier Adeline pour avoir eu l'idée de cette plateforme parce qu'on a essayé aussi à notre échelle de recontacter les anciens élèves du lycée de Winston Churchill et on essaye aussi maintenant de transmettre un peu notre expérience aux plus jeunes et faire ça à l'échelle mondiale, c'est vraiment encore plus enrichissant. J'ai eu la chance de le faire avec les élèves du lycée français de Abu Dhabi et on peut aussi partager notre expérience comme ça et je pense que ça peut vraiment aider les plus jeunes qui ne savent pas encore exactement ce qu'ils veulent faire ou qui ont des questions très précises auxquelles seuls les anciens élèves peuvent un peu répondre. Du coup, c'est super et merci beaucoup pour ça. Eh bien, merci à tous. Merci Mathieu Palu, fondateur de Moji, ancien élève du lycée international de Londres, Winston Churchill. Merci Fabien Gorzik, conseiller en orientation enseignement supérieur à la EFE. Et merci Adeline Roslo-Neumann, ou Neumann-Roslo, je ne sais pas si je l'ai bien dit, responsable de la plateforme Agoramonde et des programmes ADN à EFE. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous tous, les internautes, de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous allez recevoir le mail. Donc, si vous souhaitez revoir ou si vous n'avez pas pu tout voir, vous aurez le lien avec le replay. Donc, n'hésitez pas évidemment à le revoir. Et puis, si vous voulez le faire connaître à vos amis, dans quelques jours, il y aura un article sur lepetitjournal.com avec la vidéo donc MBD du webinaire, de la conférence sur YouTube disponible. Il sera également disponible sur Agora EFE également. C'est ce que m'a dit Adeline. Donc, je m'en réjouis. Merci à tous. Bonne journée, bonne soirée selon où vous êtes. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire sur lepetitjournal.com. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.